Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République. Donc vous êtes l'invité Claude Malhuret, bonjour. Bonjour. Alors militant d'extrême gauche pendant vos études de médecine, 68 heures à 18 ans, puis membre du PSU de Michel Rocard, vous abandonnez la gauche pour soutenir Valéry Giscard d'Estaing à la présidentielle de 1980. Entre-temps, vous avez présidé Médecins sans frontières de 78 à 80. Dans les années 80, vous faites partie de la fameuse bande Aléo, les libéraux proches de François Léotard, et vous devenez secrétaire d'État chargé des droits de l'homme de 86 à 88 pendant la première cohabitation sous François Mitterrand et Jacques Chirac. Depuis, bien la politique ne vous a pas quitté, comme maire de Vichy, député européen, puis député à l'Assemblée nationale, conseiller régional d'Auvergne ou encore sénateur. Depuis, vous êtes refait une santé au Sénat, où vous présidez depuis 2017 le groupe Les Indépendants, République et Territoire, un groupe dans la mouvance, on va dire, enfin oui, dans la mouvance du parti Horizon d'Édouard Philippe et donc de la majorité présidentielle. Alors, puisque cette émission s'appelle Les Enfants de la République, Claude Malhuret, eh bien, qu'est-ce que représente la République pour vous et ses valeurs La République, je pense que ça représente la même chose pour moi que pour tous les Français. La République, c'est notre héritage, c'est notre histoire. Moi, je me définis plus dans nos perspectives politiques comme un démocrate que comme un républicain. Non pas au sens américain du terme, mais je pense que, par exemple, l'Angleterre est une monarchie et que, évidemment, c'est une démocratie. Donc, pour moi, le problème est l'opposition est beaucoup plus entre les démocraties et les régimes autoritaires ou totalitaires que sur la République elle-même, parce que tout le monde, aujourd'hui, se revendique de la République, ou tout le monde, ou presque. Presque. Et on parlera des... Même ceux qui sont parfois anti-républicains. Voilà, et on en parlera de cela. Puisque je préfère... Oui, démocrate. La démocratie, c'est au centre de votre engagement. Et alors, pourquoi et comment on passe de l'extrême gauche, de vos 18 ans, au soutien à Giscard d'Estaing en 80 ? Alors, et ensuite, à la droite libérale. Oui, le soutien à Giscard d'Estaing, c'était déjà la droite libérale. C'était déjà la droite. Mais après, la droite, vraiment... alors, c'est pas un parcours comme ça du jour au lendemain. C'est un parcours de 10 ans. Vous savez, Lacan avait une formule, il disait « le réel, c'est quand on se cogne ». Et vous êtes cogné à quoi, moi, alors ? Je suis cogné. Ouais. Voilà. J'ai défilé, j'ai défendu les mouvements de libération pendant plusieurs années. C'était l'époque du Vietnam, du Cambodge, etc. Et d'ailleurs, c'était assez normal qu'une grande majorité des étudiants étaient à la fois gauchistes et puis... pour les mouvements de libération nationale. Et puis, il se trouve que, contrairement aux autres, j'y suis allé. Puisque sur le terrain. Voilà, j'ai fait... Vous êtes cogné à la réalité. Voilà, je fais mon service militaire dans la coopération. Au Maroc, notamment. Au Maroc, je me suis dit... El Ayoun. Exactement, mais pas le El Ayoun du Sahara, le El Ayoun qui est à la frontière de l'Algérie. El Ayoun, ça veut dire les sources en arabe, donc il y a beaucoup d'El Ayoun. C'est comme Aix en France, Aix-les-Bains. Donc c'est vers Oujda alors c'est vers Oujda, voilà, près de la frontière algérienne. J'ai commencé à comprendre que le tiers-monde, c'était pas exactement ce qu'on avait... ce qu'on faisait, mais surtout, la première mission que j'ai faite à Médecins sans frontières, c'était dans les camps de réfugiés du sud-est asiatique, les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Laotiens, qui fuyaient Pol Pot, des dictatures épouvantables. Des barbares. Et alors là, j'ai vraiment compris. Au moment où Le Monde titrait Libération de Phnom Penh, Libération Le Monde, de le journal, Ho Chi Minh Ville, oui. Moi, je voyais, j'essayais de faire... J'étais avec des paysans, parce que seuls les paysans proches de la frontière avaient pu s'enfuir du Cambodge. Les autres, ils ont été tous massacrés avant d'aller plus loin. Et les paysans qui étaient là, qui étaient ni révolutionnaires ni contre-révolutionnaires, ils n'en avaient rien à faire, c'était pas leur problème. Le problème, c'était de survivre. Et ils étaient là dans ces camps de réfugiés, des milliers et des milliers, et ils parlaient pas. Ils étaient... et d'ailleurs, il fallait un interprète cambodgien. Ils parlaient pas l'anglais, ils parlaient... Et donc, alors, vous dites quoi ? Et moi, je leur posais les questions, etc. Et ils ne pouvaient... Des paysans, des gens durs, vous voyez, des gens qui avec une vie dure, ils pleuraient. Ils pleuraient devant moi. Dès qu'ils commençaient à parler de ce truc-là, ils pleuraient. J'ai compris vraiment en quelques jours du régime. Ce que c'est qu'un régime communiste, le régime de Pol Pot, le régime des Vietnamiens, des Laotiens. Et puis, comme ça a continué pendant toutes mes années à Médecins sans frontières, parce que j'en ai eu beaucoup d'autres, en Afghanistan, du temps de l'occupation soviétique, ailleurs et tout.
Et j'ai découvert d'un seul coup que ce que j'avais défendu, et je me suis dit, quelle chance j'ai de découvrir ça à 25 ans, parce que si je n'avais pas mis les pieds ici, j'aurais peut-être mis 30 ans ou 40 ans, ou peut-être que je ne me serais jamais rendu compte. Et je me suis rendu compte de ce que c'est qu'un système totalitaire. Dans la mouvance de Raymond Aron. Et je suis devenu aronien. J'ai compris évidemment à cette époque pourquoi Aron, c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi Aron écrivait dans Le Figaro et pas dans Le Matin de Paris. Et vous me posez la question... Mais Le Matin de Paris qui était quand même pas un journal pro-totalitaire quand même. Non, mais pourquoi Aron n'était pas socialiste et pourquoi il était libéral. Et vous me posez la question Giscard d'Estaing, c'est très simple. En 81, quand il y a eu l'élection présidentielle, quelques mois avant, alors que Brejnev venait d'envahir l'Afghanistan, marchait depuis Moscou, annonçait qu'il le soutenait. Bilan globalement positif. Voilà, et Mitterrand disait « je prendrai des ministres communistes au gouvernement ». Ce jour-là, c'était terminé, je suis devenu libéral, j'ai voté Valéry Giscard d'Estaing, et puis vous avez évoqué la bande à Léo, je me suis rapproché d'Alain Madelin, de François Léotard et d'autres. 42 ans après, puisque c'est un anniversaire, le 10 mai 81. Pour moi, le 10 mai 81, c'était ça. C'était j'ai perdu, pas vraiment perdu d'ailleurs, parce que paradoxalement, je suis resté. Mais beaucoup de gens qui avaient fait le parcours avec moi à Médecins sans frontières, qui venaient beaucoup de la gauche d'ailleurs, et qui critiquaient tous ces régimes, et qui disaient c'est pas possible, qui critiquaient le totalitarisme. En 81, ils ont tous voté Mitterrand, et moi, pour moi, c'était des traîtres, parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait des ministres communistes du gouvernement, et pour eux, c'était moi le traître. Alors, ça a quand même fait un petit peu de mal, mais il se trouve paradoxalement que avec la plupart, je suis resté ami, même si sur ce plan-là, on a vraiment une vraie divergence. Par exemple je pense à Ronnie Broman, par exemple. Ouais. Je pense à Bernard-Henri Lévy, à Kouchner. En 81, je peux vous dire qu'ils ont voté Mitterrand. Ils n'ont pas voté Giscard d'Estaing. Et d'ailleurs, 80, marche pour la survie du Cambodge, tous ces gens-là. Eh bien oui, justement, il y avait tous ces gens-là. Et pour aller venir dénoncer le fait que les Vietnamiens organisent la famine au Cambodge. Et alors, vous dites à ce moment-là, ne pas pouvoir s'engager physiquement, c'est de ne pas pouvoir porter assistance à personne en danger. C'est ce qu'on appellera plus tard, alors on ne sait pas si c'est droit ou devoir d'ingérence. Oui, alors avec le devoir d'ingérence, moi je suis partagé. Et je suis partagé aussi maintenant quand on regarde le ressentiment des pays du Sud, vous savez, dans l'affaire ukrainienne, par rapport aux anciens colonisateurs et tout. Le devoir d'ingérence, il faut se méfier surtout quand on est d'un pays qui a été colonisateur. Et moi, je ne suis pas on est très vite accusé d'un néocolonialisme quand on parle de droit d'ingérence. Donc il faut vraiment droit d'ingérence. C'est pour ça que vous préférez le droit. Être mesuré. C'est l'avantage, si vous voulez, de le faire en tant que médecin sans frontières, parce que là, vous ne posez pas de questions. Vous allez soigner les gens. D'ailleurs, vous soignez les gens de tous les bords. En général, vous n'êtes que dans un coin parce que les autres vous refusent. Mais c'est plus facile de le faire comme médecin que comme philosophe. Du point de vue philosophique, le devoir d'ingérence, c'est plus facile. Du mal à... Voilà, il y a du pour et du contre. Il y a du pour et du contre. Alors, secrétaire d'État aux droits de l'homme, 86-88, je ne sais pas ce que vous allez me dire, peut-être ce que vous en retenez, de ces 2 années comme ministre quand même de François Mitterrand président, Jacques Chirac Premier ministre. Et puis dans les années 80, vous faites donc partie de la bande à Léo, les libéraux proches de François Léotard, avec notamment Alain Madelin, Gérard Longuet, Jacques Doufiac aussi. Jacques Doufiac, qui est mort très tôt. Qui est mort très peu de temps après. Qu'est-ce qui vous en reste de ces années-là ? Je vais vous dire, quand j'ai été élu président de Médecins sans frontières, j'avais promis de développer. L'organisation n'avait pas un sou, pas un rond. On allait sur les théâtres de catastrophe avec 2 sacs en plastique et des échantillons de médicaments. C'était d'ailleurs un peu ridicule. C'est Kouchner qui disait avec un sac de riz. Oui. Voilà, la plupart du temps, on prêtait des médecins à des organisations américaines ou anglaises ou suédoises qui avaient de l'argent et qui n'avaient pas de médecins. Mais on n'avait pas de moyens. Et vous êtes épidémiologiste, hein ? Oui, je suis épidémiologiste. Et au départ...
Et moi, j'avais promis de donner à Médecins sans frontières, c'est d'ailleurs ce qui m'a opposé à Bernard Kouchner à l'époque. Moi, je voulais faire croître Médecins sans frontières. Lui venait de la Croix-Rouge internationale, trouvait que c'était une organisation bureaucratique, avec quoi je ne suis pas d'accord d'ailleurs. La Croix-Rouge internationale, c'est un très grand mouvement. Mais il avait peur des grosses organisations et tout. Et moi, je disais, entre la grosse organisation et rien du tout, il faut quand même se développer. Et donc, j'ai été élu sur cette base et j'ai développé beaucoup le fundraising, la recherche d'argent et tout, et trouver des ressources pour Médecins sans frontières. Et ça a bien marché. Il faut dire que le nom était facile à promouvoir. Et quand je suis arrivé au secrétaire à l'État aux droits de l'homme, mon directeur de cabinet est allé à la réunion entre les ministères avec le Premier ministre pour fixer les budgets des différents ministères. Il est revenu tout content de lui en disant « Je vous ai vraiment bien défendu. » Auprès d'Alain Madelin, ministre des Finances ? Non, mais il n'était pas encore ministre des Finances à l'époque. Ah oui, c'était après, excusez-moi, c'était 8 ans après. Et il est revenu en me disant, j'ai trouvé, vous avez un budget de 15 millions. Et moi, à l'époque, j'avais 15 millions de francs, ouais. Et à l'époque, j'avais déjà développé tellement Médecins sans frontières, c'était un budget, aujourd'hui c'est plusieurs milliards dans le monde entier, mais c'était déjà rien qu'en France un budget de 500 millions. Alors je lui ai dit, écoutez, vous rigolez, je pars tout de suite là, parce que si j'ai pas le moyen de faire quoi que ce soit. Et il m'a fait comprendre il avait raison d'ailleurs, que c'était pas une question d'argent. D'abord, le secrétaire des droits de l'homme, il avait les moyens du ministère de la Justice, en tant que de besoin, du ministère de la Justice, du Quai d'Orsay, etc. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir effectivement qu'il y a le pouvoir, c'est pas un problème uniquement d'argent. Ouais. Alors, voilà, ensuite c'est Kouchner qui a occupé le poste, ensuite c'est Emmanuelli, ensuite c'est Ramayad. Je pense que c'était l'époque où... Xavier Emmanuelli, oui. Où les droits de l'homme étaient vraiment vécus, alors ça l'est toujours, mais c'est beaucoup moins mis en avant, et notamment, c'était l'époque de la guerre froide, donc les droits de l'homme, et notamment les accords d'Helsinki, etc., c'était un sujet fondamental en politique. Depuis aujourd'hui, les droits de l'homme, c'est quelque chose d'acquis dans nos régimes, et d'ailleurs, la guerre froide, à mon avis, elle est en train de revenir, et de revenir d'une façon un peu différente. Mais voilà, alors est-ce que c'était utile ou pas utile? Je ne sais pas, mais je peux vous dire que ce n'était pas confortable, parce que quand vous avez Pasqua à l'intérieur et que vous êtes secrétaire d'État aux droits de l'homme, il y a des moments où c'est un peu compliqué. François Léotard, qui nous a quittés subitement le 25 avril dernier, qu'est-ce que vous retenez de lui? Est-ce juste de dire que c'est François Léotard qui, sans François Léotard, vous ne seriez pas le Maluré que vous êtes aujourd'hui? Et d'ailleurs, est-ce que sans lui, vous seriez engagé comme vous l'avez fait en politique? Alors, oui, je dis, en fait, j'ai connu la bande Aléo au moment justement de la marche pour la survie du Cambodge. À l'époque, c'était Alain Madelin, Gérard Longuet et François Léotard, j'ai connu un peu plus tard, grâce à eux d'ailleurs. Et puis, François Léotard... je pense que ceux qui ont vécu cette époque s'en souviennent, mais il y a un certain nombre de gens qui n'ont évidemment, pour des raisons d'âge, pas vécu cette époque. C'était un petit peu l'équivalent dans le renouvellement dans le renouvellement de génération, un petit peu l'équivalent de Macron en 2017. C'était le renouvellement de la... Mais ça n'a pas fonctionné. Les libéraux. Il voulait être président de la République. Bien sûr. Mais ça n'a pas fonctionné. Il s'est fait faire aux pattes, si je peux dire, parce qu'il n'était pas le seul sur le créneau. Et puis le PR, le Parti républicain de l'époque, il n'avait pas la force du RPR, qui était le parti gaulliste de l'époque. Et c'est Chirac qui a gagné. C'est Chirac qui a gagné. Il a d'ailleurs gagné contre beaucoup de monde, Chirac. Mais qu'est-ce que vous retenez de lui, humainement? Alors, humainement... Parce qu'on va préciser les choses quand même, Léotard. Un engagement pour la République, les valeurs républicaines, contre le totalitarisme, comme vous, l'islamisme, contre l'antisémitisme, et même aussi pour Israël. Oui, monsieur, avec Léotard, de ce point de vue-là, on était vraiment en total en adéquation. C'est d'ailleurs pas par hasard si Léotard et ses amis ont proposé, c'est eux qui ont proposé à Jacques Chirac de créer un secrétariat d'État aux droits de l'homme et de me le confier. Donc vraiment, on était en accord. Mais sur le plan humain, c'était son côté corse extrêmement chaleureux, extrêmement tactile, extrêmement d'abord intelligent. Cultivé. Parce qu'à un moment, quand il était ministre de la Culture, il y a eu une campagne contre lui. Vous savez,
quelle a été sa grande, son grand mouvement, son grande réussite à la culture? C'est d'avoir privatisé l'audiovisuel. On se rappelle pas, mais à l'époque, il y avait les radios libres, et ça, c'est Mitterrand qui a lancé. Ça a fait rouler quand même. Hein. Et des polémiques terribles. TF1 est devenu une chaîne qui était une chaîne publique, etc. Et ça a été une polémique terrible, mais aujourd'hui, enfin, personne n'imagine même qu'en dans les années 80, il y avait encore l'ORTF et des chaînes pratiquement que publiques. Donc ça a été un combat très 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 dur et ça lui a coûté cher parce qu'il y a eu énormément de gens qui n'étaient pas contents et qui l'ont caricaturé, alors que c'était un type, en plus de toutes ses qualités, un type très intelligent. Et il aurait fait, je pense, un bon. En plus, il avait le contact du public, le contact du peuple, un orateur extrêmement bon. Et je pense qu'il aurait fait un bon président de la République. Alors, islamisme, il se battait aussi contre l'islamisme. Est-ce que vous diriez que la société est malade de l'islamisme politique? Est-ce qu'on est en guerre contre le terrorisme, contre l'islamisme, Claude Malhuret? Oui, on est en guerre contre tous les totalitarismes. Et l'islamisme est un totalitarisme. Le communisme est un totalitarisme. Le fascisme est un totalitarisme. Poutine est un ex-communiste devenu d'extrême droite, religieux, etc., totalitaire. Et le totalitarisme, c'est la doctrine qui explique la totalité du monde et de l'univers. Que ce soit le communisme, que ce soit le fascisme ou que ce soit l'islamisme. C'est toutes ces doctrines qui se veulent totales sont des doctrines totalitaires, bien entendu. Je ne vais pas faire le lien, pas du tout, mais c'est aussi l'actualité. Gérald Darmanin va donc présenter en juillet, en Conseil des ministres, sa loi sur l'immigration en vue d'un débat au Parlement, a priori à l'automne. Est-ce que vous approuvez ce choix? Qu'est-ce que vous attendez de cette loi? Comment peut-elle déboucher sur un consensus? Alors, c'est très compliqué. Évidemment, ça n'a pas de rapport avec le totalitarisme. Non, c'est pour ça que je précise. Hein. Oui. Ce qui est évident, c'est qu'il y a un problème majeur d'immigration. Il n'est pas qu'en France, il est en toute l'Europe et il est dans le monde entier. Les peuples, les moyens de communication font qu'aujourd'hui, les guerres, l'ensemble des problèmes font que les peuples ont recommencé à bouger d'une façon massive. Il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes, par exemple, pendant les exodes de la Deuxième Guerre mondiale, les exodes dont on parlait tout à l'heure, des pays communistes, du Vietnam, du Laos, du Cambodge. Aujourd'hui, c'est à la fois des exodes économiques, des exodes climatiques qui vont se multiplier. Donc, mais comme vous avez vécu cette période-là, hein, il y a quelque chose quand même qui est choquant, quelque part. Quand les réfugiés du sud-est asiatique venaient en France, on les accueillait à bras ouverts. Vous êtes d'accord? Oui. Et on leur disait, venez, et ils sont venus. Et quand ce sont des réfugiés d'Afrique ou du Maghreb, là, c'est pas la même réponse. Alors, est-ce que c'est pas quelque part du racisme? Je pense qu'il faut l'analyser différemment. Rappelez-vous, vous êtes plus jeune que moi et par conséquent, vous vous rappelez peut-être moins parce que moi j'étais déjà jeune à l'époque. Les réfugiés du sud-est asiatique, ce n'étaient pas des réfugiés économiques. Ils fuyaient la dictature. Et la barbarie. Ils fuyaient la barbarie. Et quand ils sont arrivés en France, moi je les ai tous vus. J'ai vu ceux qui étaient dans les camps de réfugiés où j'étais médecin. Je les ai revus en France après. C'était des gens qui ne parlaient pas un mot de français. Quand ils étaient dans le camp de réfugiés, leurs enfants ne parlaient pas un mot de français. Ils sont arrivés en France. Ils n'avaient qu'une idée, c'est que leurs enfants deviennent plus français que les Français, qui parlent français. Leurs enfants, aujourd'hui, ils sont dans les grandes écoles. Hein. Enfin, maintenant, c'est leurs petits-enfants. Vous savez ce qu'on dit souvent, hein. Les réfugiés du sud-est asiatique, c'est le même modèle que les Juifs qui sont venus d'Europe de l'Est au début du XIXe siècle. Exactement. Ils n'avaient qu'une idée, c'est de s'intégrer dans la société française. Et par conséquent, aujourd'hui, vous avez quand même des phénomènes qui sont différents, à la fois sur le plan de l'origine économique pour les uns, politique pour les autres. Mais l'arrivée en plus, c'était... Oui, mais aujourd'hui, on s'en prend non pas à ce qui arrive, mais aux jeunes, aux personnes issues de la deuxième ou troisième génération qui sont donc français. Oui, enfin, quand vous dites on s'en prend... L'extrême droite. Hein. Oui, voilà. L'extrême droite et l'ensemble des Français. Et éventuellement une partie de la droite. Oui, hein. oui. Bon,
Et donc la loi... Mais je vais vous dire, même d'ailleurs, même à l'époque, alors que les gens du sud-est asiatique avaient été accueillis très, très, très favorablement, il y avait aussi des gens qui disaient péril jaune, etc. Oui, bien sûr. Et alors, cette loi, Darmanin, vous en entendez quoi? Est-ce qu'elle peut faire consensus? Comment? Je ne sais pas si elle peut faire consensus. Le problème, c'est que l'immigration est un problème majeur, on le disait il y a un instant, mais ce n'est pas un problème qu'on va résoudre en France. À partir du moment où on est né dans l'espace Schengen, à partir du moment où il y a l'Europe, ou bien on arrivera à faire en sorte de réguler l'immigration au niveau européen, et pour le moment, ça n'est pas le cas, ou bien on arrivera, vous le savez très bien, à discuter avec les pays d'origine, parce que renvoyer des gens qui sont en situation irrégulière, ça ne peut se faire que s'il y a des laissez-passer consulaires, et il n'y a pas aujourd'hui de laissez-passer consulaires. Donc tous ceux qui disent on va voir ce qu'on va voir, qui font les gros bras, c'est extrêmement... c'est l'extrême droite. Et qui veut dire, nous, on va régler le problème en 2 temps, 3 mouvements. Vous regardez Mélanie. Ça ne dépend pas que de nous. C'était pareil en Italie, un an plus tard. Il a eu raison d'ailleurs, Gérald Darmanin, de dire, avec sa déclaration sur la politique migratoire de Giorgia Meloni. Ça, c'est son problème diplomatique avec l'Italie. Je pense qu'il a dit que c'est pas un problème franco-français, si vous voulez, qui disent ça, pourquoi pas. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il a eu raison diplomatiquement, mais sur le fond, il a eu raison. On voit bien que l'extrême droite, elle peut faire ce qu'elle veut. S'il n'y a pas de laissez-passer consulaire, s'il n'y a pas d'entente avec les autres pays européens, et l'extrême droite a du mal à le faire, et avec les pays d'origine, elle réglera encore moins le problème les gouvernements actuels. Donc, précisément, en quelques instants, quelques minutes, vous attendez quoi de ce projet de loi Darmanin? Et est-ce que vraiment il peut y avoir consensus avec LR là-dessus? Moi, je pense que la position de Darmanin, qui vient de LR d'ailleurs, et celle de LR sur ce sujet-là n'est pas très éloignée. Et je ne vous dis pas qu'il y aura consensus, parce qu'on est dans une situation où, après avoir majoritairement soutenu la réforme des retraites, LR est dans une situation politique où il ne peut pas dire oui à tout, il va vouloir faire une posture. Alors comment on peut arriver sur le fond, moi je pense... Un accord gagnant-gagnant, on va dire. Moi je ne sais pas comment on peut y arriver, mais je pense que les positions sont proches et que ce serait bien d'avoir un consensus là-dessus, parce que ce qui menace aujourd'hui, c'est la position du Rassemblement national. Et la position du gouvernement et de LR est beaucoup plus, avec des nuances, est beaucoup plus proche. Et si on veut éviter des directives et des mouvements et des orientations extrémistes, c'est avec... Il y a 3 blocs en France aujourd'hui, c'est clair. Le bloc de l'extrême droite, le bloc de l'extrême gauche et le bloc de la raison au milieu. Le bloc de la raison est tout juste majoritaire s'il s'unit totalement, ce qu'il a beaucoup de mal à faire. S'il ne le fait pas sur un sujet comme l'immigration, les vannes vont s'ouvrir. Et alors, le LR va déposer des propositions de loi à l'Assemblée, au Sénat. Est-ce que la solution, c'est que le gouvernement reprenne à son compte ces propositions? Je ne sais pas si c'est... Je pense que l'idée, ce qui serait bien, c'est d'arriver à un accord là-dessus. Mais je ne vous garantis pas du tout que c'est fait pour des raisons de posture politicienne des uns et des autres, c'est normal. Alors on passe à un autre sujet. Vous êtes en première ligne, et vous avez été en première ligne depuis le départ, dans le soutien à l'Ukraine. Est-ce que la France, est-ce que l'Europe en font assez pour l'Ukraine? Vous avez vu aussi en tant que président de Médecins sans frontières les principaux théâtres de guerre, vous l'avez rappelé, des années 70. De quoi la guerre de Poutine en Ukraine est-elle le nom? Alors la guerre de Poutine, elle est le nom, et vous faites bien de parler des années 70. Nous sommes nous avions cru à la fin du XXe siècle, qu'est-ce que c'est le XXe siècle? Si on le résume en 2 mots, le XXe siècle, c'est la lutte à mort des démocraties contre les totalitarismes. Et les démocraties ont failli la perdre 2 fois. Elles ont fini par la gagner à la fin du siècle. Et elles ont cru que c'était gagné pour toujours. On s'est aperçu depuis le 11 septembre, je dirais, depuis le début des années 2000. C'est la fin du siècle avec la chute du mur. Exactement, à la fin du siècle, du XXe siècle avec la chute du mur. Fukuyama, la fin de l'histoire, etc. On s'est dit que même la Russie allait devenir démocratique, etc. etc. On s'est trompé. Et on s'est trompé. Et on s'aperçoit aujourd'hui, et l'Ukraine, mais il y a longtemps,
qu'on aurait dû le voir. Et ça, c'est le premier reproche qu'on peut faire aux Européens, c'est qu'au moment de la Géorgie, au moment de la Crimée, au moment du Donbass, évidemment qu'il fallait réagir. Donc 2014, on l'a pas fait. Hein. Et si on a aujourd'hui l'Ukraine, c'est parce qu'on n'a pas réagi sur la Géorgie, pas réagi sur le Donbass et sur la cette Crimée. Guerre, elle est le nom de quoi? C'est une guerre quoi? Elle Barbare? est le nom du retour en force de ceux qui veulent leur revanche après avoir perdu au XXe siècle, du retour en force des totalitarismes et des autoritarismes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est la situation aujourd'hui? Encore une fois, en 2 mots, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est l'agresseur de l'Ukraine, le génocidaire des Ouïghours en Chine, le docteur Folamour de Corée du Nord, le massacreur de femmes à Téhéran, qui se regroupent et qui veulent prendre leur revanche, et dans certains endroits du monde, ils sont en train de le faire, contre les démocraties. D'où l'importance fondamentale de la guerre d'Ukraine et de ne pas mesurer notre soutien. C'est l'axe du mal? Nouvel axe du mal? C'est même la si formule de Reagan. Même si c'est un terme un peu péjoratif. C'était la formule de Reagan, je crois, l'axe du mal. Ben, je vais vous dire une chose, Reagan, qu'on a fait passer pour un idiot, que beaucoup de gens ont fait passer pour un idiot, ben moi je vais vous dire, il y a deux présidents américains qui ont gagné cette guerre dont je parlais tout à l'heure contre le totalitarisme. C'est Roosevelt en 39-45 et c'est Reagan avec la guerre des étoiles qui a mis à bas, qui a forcé l'Union soviétique à ne plus pouvoir suivre et avec l'intelligence de Gorbatchev à finir le communisme, non pas dans un bain de sang. Malheureusement, 30 ans plus tard, ça revient et ça risque quand même de se finir dans un bain de sang. Autre thème d'actualité, Claude Malhuret, l'antisémitisme qui a tué depuis 2006 et l'assassinat d'Ilan Halimi. 11 juifs ont été assassinés en France parce que les juifs a tué une nouvelle fois, mardi, des pèlerins juifs, dont un français devant la synagogue l'Agriba de Djerba en Tunisie. Toujours sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite. C'est Emmanuel Macron qui a fait cette déclaration mercredi en Conseil des ministres. Mais comment Je pense que je pense pas qu'il faille se flageller, parce que cette lutte contre l'antisémitisme, elle est bien présente dans nos institutions, elle est bien présente dans notre Constitution, dans nos lois, et elle est menée par les gouvernements successifs, je lui dirais, avec quand même beaucoup d'efficacité. Et de constance. Et qui fait que, bien entendu, on est révolté chaque fois qu'il y a un acte ou un meurtre, a fortiori antisémite, mais que par rapport à ce qui se passerait si, parce que cette bête est toujours présente, si l'on faisait rien, ce serait bien plus grave. Donc je pense qu'il ne faut pas se flageller, il faut bien entendu dire ce que dit Macron, mais il faut continuer cette action. Je crois que dans l'ensemble, et dans l'ensemble, cette action, en tout cas dans un pays comme la France, elle est menée avec constance. Une proposition de loi à l'initiative des députés communistes Claude Malhuret et soutenue par LFI, aussi par ELV, a été examinée le 4 mai à l'Assemblée, dénonçant, je cite, l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette séquence? Que la résolution a été largement rejetée ou qu'elle ait pu faire l'objet d'un débat à l'Assemblée? Vous avez une partie des forces, et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, une partie de la situation politique en France qui est, et notamment le Parti communiste, et notamment LFI, et je regrette que parfois ça déborde un petit peu au-delà de ça, qui je ne parle même pas des islamo-gauchistes, voilà, tout ça c'est un continuum, qui ont décidé sur le sujet du Moyen-Orient, notamment, et sur le sujet d'Israël, depuis le début, de continuer à être non pas un adversaire de la politique du gouvernement d'Israël, aujourd'hui on peut avoir des bonnes raisons d'être contre la politique de Netanyahou, mais qui ont décidé d'être contre l'existence même d'Israël. Et c'est ça l'antisémitisme, hein. Et l'antisémitisme d'extrême droite ou de droite des années 30 a été remplacé aujourd'hui par un antisémitisme d'extrême gauche. Vous dites l'extrême gauche est antisémite? Je ne vais pas vous dire l'extrême gauche dans son ensemble, mais grosso modo, alors c'est pas le même antisémitisme, c'est pas les mêmes racines, mais c'est aussi un antisémitisme. Qui a tué en France. Et qui tue, oui. Alors il y a une semaine, c'était le 29 avril, une manifestation de néo-nazis en présence de proches de Marine Le Pen s'est déroulée en toute impunité dans les rues de Paris. Une manifestation ponctuée par un concert néo-nazi dans une salle Simone Veil à Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis d'autre part, Gérald Darmanin a-t-il raison de vouloir interdire désormais
toutes les manifestations de l'ultra-droite? Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Les provocations habituelles de l'ultra-droite. Avec des proches de Marine Le Pen, hein? Oui, avec des proches. Sauf que, oui, bien sûr, avec des proches de Marine Le Pen, ce qui d'ailleurs a l'air d'être bien ennuyée pour s'en distancer. Enfin, elle s'en distancie, il faut bien lui reconnaître ça. Mais enfin, elle ne peut pas nier que ces types-là, ils étaient encore avec elle il y a 2-3 ans. Donc Lousteau, Châtillon et compagnie. Voilà, et que certains, semble-t-il, continuent à travailler dans les public relations ou dans les éditions. Voilà. Donc c'est très bien de s'en distancier. Mais enfin, c'est toujours la même chose avec le rassemblement. Et c'est surtout, c'est important ce que vous disiez là. C'est surtout vrai aujourd'hui, cette histoire de dédiabolisation. Il y a ce qu'ils disent, ou qu'ils ne disent pas d'ailleurs, pour dire, vous voyez, on est tranquille, on fait à l'Assemblée nationale aujourd'hui, on met pas la salade, etc. On est tranquille, on se respecte, on devient respectable. Et puis, il y a ce qu'ils font. Et ce qu'ils font quand vous êtes Donc, il y a les paroles et les actes, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Et alors? Et qu'est-ce que c'est ce qu'ils font? Quand vous êtes député, ce qui compte, vos actes, c'est vos votes. Ouais. Regardez sur Poutine. Allez-y. Ils vous disent oh, mais maintenant, on est démocrate, etc., etc. Ils n'ont voté aucune des résolutions condamnant l'intervention en Ukraine. Pas plus LFI que le Rassemblement national, d'ailleurs. Ni à Paris, ni à l'Assemblée nationale, ni au Parlement européen, ils n'ont voté aucune des résolutions. Donc, c'est fondamental d'expliquer aux gens que ce qu'ils disent, c'est pas ce qui compte. C'est Revel, d'ailleurs, qui disait ça au sujet des régimes totalitaires, qui disait c'est du Orwell, ils disent tout le temps le contraire de ce qu'ils font. Mais là, en l'occurrence, quand on est politique, ce qui compte, c'est les votes. Et c'est pas les déclarations. Est-ce que vous voyez dans le Rassemblement national un parti républicain, on parlait de républicain tout à l'heure, ou toujours le parti héritier du pétainisme? C'est maintenant, je dirais, bien sûr qu'il y a la composante héritière du pétainisme, et la fondation de ce parti, c'est quand même ça. Pas seulement héritier du pétainisme, d'ailleurs héritier aussi des fascistes. Bon, et depuis, il y a tous les amalgames, il y a les poujadistes, il y a l'OS aussi. Hein, voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça ne l'était peut-être au départ, au moment où il y avait le fascisme, le communisme et puis la démocratie. Mais oui, il y a aujourd'hui, je ne pense pas que fondamentalement le Rassemblement national ait beaucoup changé. C'est-à-dire, d'où le danger, d'ailleurs, de cette dédiabolisation, parce que c'est le loup qui a enfilé une peau de mouton. Voilà où on est. Marine Le Pen, mais c'est sous quoi, la peau de mouton, le loup reste. Marine Le Pen, je veux pas lui donner des qualificatifs animaliers, ce serait malvenu. Moi, mais je pense que la preuve même, c'est que, comme on disait tout à l'heure, les gens qui étaient dans cette manifestation, leur leader, ils continuent à travailler pour Marine Le Pen, et ils étaient encore dans son parti il y a 2-3 ans. Et alors, Gérald Darmanin, il a raison de vouloir interdire toutes les manifestations de l'ultra-droite? Je pense que je crois que c'est plutôt une déclaration politique. On va lutter contre l'explosion. Parce que interdire, par définition, ça ne correspond pas à la loi française. La loi française, vous pouvez interdire quelque chose non pas en fonction des idées, mais en fonction du trouble à l'ordre public potentiel. Et donc, il risque de se faire à chaque fois, d'ailleurs, de se faire contredire par les autorités administratives. Et de ce point de vue-là, confier... je pense que c'est pas évident de confier la décision au juge plutôt que de dire on la prendra au cas par cas, nous, en tant que gouvernement, en sachant s'il y a menace ou s'il n'y a pas menace à l'ordre public. L'antisémitisme... Mais le faire systématiquement, je suis pas sûr que de temps en temps, ça pose pas des problèmes dans le futur. Et l'antisémitisme, il était à l'extrême gauche ou à l'extrême droite aujourd'hui? Oui, il est partout. On en a parlé tout à l'heure. En tout cas, la position... Les positions politiques anti-sionistes, anti-israéliennes, confinant avec parfois une façon de jongler sur la chose, confinant à l'antisémitisme, elles sont à l'extrême gauche et à l'extrême droite, oui. Alors, climat politique, Claude Malhuret, qu'est-ce que la violence ambiante dit de l'état du pays, du débat politique? Les casseroles aujourd'hui, les casserolades apparaissent comme un nouveau symbole de la colère. Vous en pensez quoi? Vous savez, Obama disait, Obama fait une interview dans The Atlantic il y a quelque temps, il y a 1 an, et il disait, et il est bien placé pour le savoir parce qu'il en a beaucoup usé, il disait les réseaux sociaux sont devenus la principale menace contre la démocratie.
la façon dont le débat est en train de se passer, de devenir violent, de se conflictualiser, comme disait l'autre, à partir des blocs sur les réseaux sociaux, et ça ne cesse de s'aggraver, est en train de donner lieu à un débat politique hystérisé, de plus en plus hystérisé, ce qui veut dire bien entendu que tout gouvernement, parce que celui-là, aujourd'hui, je vous ferai remarquer une chose, on dit c'est épouvantable, cette réforme de retraite à tout... que vous avez soutenu, hein. Oui. Y compris le 49. Et avec responsabilité, bien entendu. Parce que c'est comme ça c'est la seule façon. Où est le problème? Le problème, c'est qu'en 1981, Mitterrand a pris la décision irresponsable de faire, dans un pays comme dans toute l'Europe, comme dans tout le monde riche, où la démographie s'effondrait, de faire passer la retraite de 65 à 60 ans. Et par conséquent, de prévoir... Et Rocard l'a dit. Rocard a dit, quelques années plus tard, c'est pas possible, c'est pas tenable. 42 ans après, donc, qu'est-ce que l'état de la France? Voilà. La violence et les casseroles. Oui, mais entre-temps, il y a eu 5 réformes. C'était la 5e, la réforme des retraites. Et à chaque fois, il y a eu 1 million de gens dans la rue. Et même en 95, Juppé a été obligé de retirer sa réforme. Donc on n'est pas dans une situation plus grave qu'on ne l'était. Simplement, elle est hystérisée par toutes les nouvelles formes, et notamment les formes de réseaux sociaux. Et ça, c'est... Alors, il y a deux choses. Il y a premièrement le fait que depuis 30 ans, et notamment depuis 80, avec les 35 heures, avec les réformes de retraite, etc., la France a perdu beaucoup de parts, beaucoup de parts économiques, désindustrialisation et tout, et ça, c'est pas la faute particulièrement de Macron. Au contraire, je pense qu'il y a plutôt, depuis 2-3 ans, plutôt un effet bénéfique des réformes, mais ça fait 30 ans, et c'est ça qui est angoissant. C'est est-ce qu'on va réussir la réindustrialisation, de reprendre notre rang, le réarmement y compris, parce qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on soit aussi armé. L'Europe est totalement désarmée. Est-ce qu'on va réussir dans un contexte qui n'est pas favorisé par... je parlais des réseaux sociaux, il y a une deuxième cause. Le Covid, la pandémie a entraîné un changement des mentalités. Je pense que la pandémie est pour beaucoup, et notamment le confinement, le télétravail, est pour beaucoup dans le fait qu'aujourd'hui, je ne dirais pas plus personne ne veut travailler, mais beaucoup de gens se posent des problèmes par rapport au travail. Et ça, c'est la faute de personne. Mélenchon, parce que vous en avez beaucoup parlé ces derniers mois, y compris dans le cadre d'une question à Elisabeth Borne la semaine dernière au Sénat. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis sont en tout cas fixés comme objectif d'empêcher le président et ses ministres de se déplacer dans le pays à travers les casserolades ou des actions contre les ministres. Est-ce que c'est compatible avec les règles de la démocratie? Et quand il fait ça, de quoi Mélenchon est-il le nom? Mélenchon n'a jamais été un démocrate. Mélenchon, quand il était jeune, il était à l'OCI, l'Organisation communiste internationaliste, qui était l'organisation trotskiste lambertiste, la plus violente de toutes les organisations. Et aujourd'hui, c'est quoi, c'est un démocrate ou pas? Et qui militait pour la Révolution. Maintenant, il dit plus « je milite pour la Révolution » parce que ça fait un peu ridicule. Il dit « je milite pour la 6e République, pour la Constituante ». C'était les mots utilisés par son représentant à l'Assemblée nationale, Léo Mans, devant Borne, en accusant Borne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et qui disait on va reprendre la Bastille. Et puis il y a l'un de ses élus, Christian Prudhomme, si je ne me trompe pas de prénom, conseiller régional d'Île-de-France, qui est manifesté le week-end d'avant, il y a 8 jours, devant Renaissance. On a décapité le roi. Et on va décapiter Macron. Voilà. Mais je dirais que dans les années 70, quand il était à l'OCI, au moins il assumait, mais il est resté révolutionnaire. Quand vous dites qu'il faut changer de république, il faut faire une constituante et il faut prendre la Bastille, c'est que vous n'êtes pas un démocrate, vous voulez la révolution. Un danger pour la démocratie, Mélenchon, ou pas? Bien sûr. C'est-à-dire quand vous voyez le programme de la 6e République de Mélenchon, je conseille à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir le programme de la 6e République de Mélenchon. Je peux vous dire que si par hasard ça devait arriver, ce qui n'arrivera pas, mais si ça devait arriver, le lendemain, on trouverait que la 5e République, c'était une république très, très, très démocratique et on la regretterait. Qui est le plus dangereux aujourd'hui, c'est Le Pen ou Mélenchon? Les deux. Second tour, Mélenchon. J'ai toujours... on a parlé de ma vie tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai passé ma vie à aller secourir les victimes des gouvernements fascistes d'Amérique latine ou des gouvernements communistes. Alors pour moi, je ne fais pas de différence. Second tour, Mélenchon-Le Pen, qu'est-ce que vous faites en 2026? Je vais à la pêche, je pense. À la pêche? Ouais.
Et puis, est-ce qu'il y a... Donc, on parlait de ça. Second tour Mélenchon-Le Pen, je réunis tous les gens des partis démocratiques que je peux contacter et tout pour préparer la suite. Parce que de toute façon, ça se passera mal. Ouais. Voilà, c'est plus... S'il y a un deuxième tour comme ça, c'est plus le problème du deuxième tour, c'est le problème de l'après. Ça veut dire la résistance? Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. Et comment on résiste Je ne veux pas dire la résistance comme les résistants au nazisme. La situation n'est pas de ce niveau-là. Mais en résistant au parti antidémocratique. Le clivage gauche-droite, droite-gauche, il existe encore aujourd'hui ou pas? La grille de lecture... C'est quoi la ligne de partage? Oui, il y a 2 lignes de partage, c'est pour ça. La grille de lecture a changé. Vous aviez traditionnellement une grille de lecture droite-gauche, un axe, extrême-gauche, centre, etc., extrême-droite. Une ligne. Et puis depuis, et c'est ce qu'on a... c'est ce qu'en 2017, les partis, beaucoup d'opposants... de gauche ou de droite, ont reproché à Macron en disant il s'est servi de l'opposition démocrate populiste pour effacer l'opposition droite-gauche, et par conséquent, il a mangé l'élection, il a capté l'élection en faisant ça. Et c'est le cas ou pas? Et ils ont raison, sauf que Macron, il n'a pas créé ce truc-là. Il s'en est rendu compte le premier. Quand vous avez Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, le Brexit, etc., et vous vous apercevez que depuis un certain nombre d'années, l'opposition démocrate-populiste est en train de s'ajouter à l'opposition droite-gauche. Et Macron a compris ça le premier. Il l'a utilisé, mais il l'a pas créé. Et par conséquent, vous avez maintenant une sorte de grille comme une croix, une grille cruciforme, avec à l'horizontale l'opposition gauche-droite et à la verticale l'opposition démocrate-populiste. Et ça vient évidemment compliquer complètement le paysage politique français. C'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Vous voyez comment il est aujourd'hui, très déstructuré. Et alors, comment Et c'est pas la faute de Macron, c'est pire aux États-Unis, enfin, c'était pire aux États-Unis, au Brésil, en Angleterre, chez Orban, etc. Et alors, certains disent, pour sortir de ça, il faut sans doute une réforme des institutions. Oui. Vous savez, quand on change... moi, je suis sceptique sur la réforme de l'institution. D'abord, des réformes de la Constitution, il y en a eu des tas et des tas et des tas, des petites et des grosses. En général, quand on change un article, quand on fait une réforme de la Constitution pour régler un problème, on en crée 10 de plus. Le dernier, je vous signale, c'était en 2008, où on a mis l'élection des députés après l'élection... Non, ça c'était en 2002, ça. C'était en 2001. Il me semble que c'était en 2000. Oui, non, l'élection des députés... juste après la présidentielle. Et certains aujourd'hui veulent revenir là-dessus. Oui, en créant cette inversion, on a dit inversion du calendrier. Hein. Oui, oui. On a, chaque fois qu'on fait une réforme, on s'aperçoit quelques années plus tard qu'en fait, cette constitution de 5e, c'est pas par hasard qu'elle est là depuis... C'est bientôt... Donc il ne faut pas toucher aux institutions? Moi, je pense que moins on y touche, mieux on se porte. Comment vous expliquez cette rupture entre l'opinion et le président, entre l'opinion et comment vous expliquez cet isolement du président? Chaque fois, vous avez sans doute remarqué depuis des décennies, après Pompidou, ça a commencé avec Giscard, ensuite Mitterrand, Chirac, etc. Chaque fois qu'un président est au pouvoir, il est détesté, on dit qu'il est éloigné du peuple, etc. Et chaque fois qu'il meurt, quelques années plus tard, il est le meilleur, etc. Donc voilà, c'est les Gaulois, français, avec leur grogne habituelle, etc. Mais moi, quand j'étais jeune, on disait les Français, on est tous des râleurs. Ben voilà, on continue à être des râleurs. C'est comme ça depuis Vercingétorix. Parce que la question est de savoir si Emmanuel Macron peut encore réformer d'ici à 2027. On a parlé d'immigration, institutions, le plan antifraude fiscale des ultra-riches, par exemple, de Gabriel Attal. Ça va dans le bon sens. Qu'est-ce que vous en attendez ? Je pense que le capitalisme aujourd'hui, qui est le seul système possible, on ne va pas aller vers le communisme, mais le capitalisme financier est en train aujourd'hui ça a commencé par les États-Unis, mais aussi aujourd'hui en Europe, d'avoir un certain nombre de dérives qui font que beaucoup de citoyens sont en train de se retourner contre lui, alors que c'est la seule façon de gérer une société, de gérer une économie. Donc, maîtriser
ces dérives. Je crois, et ce sera compliqué, parce que si vous le faites dans un seul pays, vous n'y arrivez pas. Il faut le faire tous ensemble. Et par conséquent, je pense que ça va dans le bon sens. Il faut maîtriser les excès du capitalisme d'aujourd'hui. Il faudrait que ce soit au niveau européen, voire mondial, si je vous comprends bien. Ce serait encore mieux si c'était mondial. Mais vous savez, parfois, on se dit ça va être compliqué et tout. Mais regardez dans le domaine du RGPD, de l'informatique, d'Internet. On disait, vous savez, le RGPD, le DSA, le DMA, le Digital Services Act, en Europe, on n'arrivera pas à l'exporter. Et aujourd'hui, les États-Unis et les autres pays sont en train de s'aligner dessus, alors qu'on croyait que jamais ils le feraient. Emmanuel Macron, comment il peut sortir de cette crise ? Crise politique, crise sociale ou crise de la démocratie, vers quoi ? Un remaniement, une dissolution, un référendum ? Si vous avez quelqu'un qui vous dit comment Macron et comment en général le pays va sortir de la crise, je vous dis c'est un bonimenteur. Ouais. C'est un faux prophète. Qui peut savoir ? Aujourd'hui, on est dans une situation inédite dans la Ve République. On a une absence de majorité. Il n'y a pas de perspective à court terme ou à moyen terme. Vous croyez une coalition ou pas avec LR ? Ce serait la seule solution. C'est la solution si on était allemand ou danois. C'est évidemment ce qu'on ferait. Mais comme on est français, je ne suis pas du tout sûr qu'on le fasse. Et par conséquent, on est aujourd'hui dans une situation d'impasse. Et si on n'arrive pas à faire cette coalition, ce qui est fort possible, moi je serais partisan de cette coalition, mais si on n'y arrive pas, je crains fort que le mandat actuel, enfin pas le mandat actuel, mais la situation politique actuelle ne dure pas comme ça tranquillement jusqu'à que le quinquennat puisse pas aller jusqu'à son terme. Est-ce que c'est un changement de gouvernement ? Est-ce que c'est une dissolution ? Est-ce que c'est autre chose ? J'en sais rien. Je pense que personne ne peut dire en vous disant je suis sérieux quel est l'avenir, mais aujourd'hui on est vraiment dans une situation certaine impasse. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron peut ne pas les aller jusqu'au bout de son mandat ? Mais tout est toujours possible en politique. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il aille au bout de son mandat, parce que quand même, quels que soient ses défauts aujourd'hui et quelle que soit l'absence de majorité, la Ve République, c'est quand même solide. Mais il peut ne pas aller jusqu'au bout ? Mais tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Justement, dernière question. Mais c'est pas l'hypothèse. C'est pas du tout une hypothèse que je privilégie, parce que heureusement, la Ve République, et jusqu'à présent, elle a surmonté beaucoup de crises, et j'espère qu'elle surmontera celle-là. Tout est possible. Vous dites justement. Vous savez ce qu'on dit aujourd'hui ? Que vous pourriez être le prochain Premier ministre d'Emmanuel Macron. Vous en rêvez ou pas ? Je ne sais pas qui vous dit ça. Non, mais pas non, du tout. Vous n'en rêvez pas ? C'est une blague. C'est une blague ? Oui. C'est sûr ? Oui. Jamais vous y avez pensé ? Jamais. Revenir au gouvernement non plus. Je suis président d'un groupe qui est le groupe des indépendants, qui dit ce qu'il veut, qui est un groupe démocratique au Sénat et tout. J'exprime mon opinion quand je veux, sans avoir à en référer à qui que ce soit. C'est tellement plus pratique que d'être ministre et d'être le doigt sur la couture du pantalon. Donc non. Merci en tout cas Claude Mahuré d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci à vous.